Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette toute dernière séance de questions-réponses dédiée à la facturation électronique qui vous est proposée par l'ESNI. La dernière d'un long programme, hein, on s'est retrouvé à 21 reprises pour répondre à vos questions spécifiquement et aujourd'hui, ben voilà, c'est la dernière, toutes les bonnes choses ont une fin, et puis il faut dire qu'on est le 2 mars, la facturation électronique elle est normalement d'application dans vos pratiques, si vous êtes de bons élèves, depuis le 1er janvier. Donc voilà, les questions commencent à se réduire au fur et à mesure, mais si vous avez encore des questions, eh bien on est là durant 1 heure, la lumière est allumée, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans l'onglet Q&R, donc c'est le point d'interrogation dans le petit phylactère au bas de votre écran, n'hésitez vraiment pas parce que c'est vous qui allez justement faire vivre ce webinaire et l'alimenter de par vos questions. Et puis nous avons un chat dans lequel Sandra est là également en appui. Si vous avez des petits soucis comme Myriam qui n'a pas de son, pardon, ben ça je vais répondre à Myriam de manière écrite juste après, hein, parce que si j'explique de manière orale, elle ne m'entendra pas. Mais donc n'hésitez pas aussi à mettre différents éléments dans cet onglet. Je vois que Francesco n'a pas d'autres sons non plus. Sandra est bien là. D'autres personnes ont-elles des soucis de son? Donc n'hésitez pas à nous le dire, hein. Et d'ailleurs, bah, dites-nous si vous avez du son. Au contraire, y a-t-il la possibilité d'enregistrer la vidéo? Oui, Maxime, vous allez avoir le replay qui vous sera envoyé. Eric, notre animateur expert du jour, a du son aussi. Mais donc, si d'autres téléspectateurs peuvent nous dire si vous avez du son ou pas, hein, ça pourrait nous aider, parce que sinon, bon, on va résoudre les petits problèmes techniques avant de commencer. Ben voilà, Vinciane a du son. Léger du son également, dit Maxime. Parfait. Eh ben, on va essayer d'aider Francesco et Myriam en petit aparté. Mais pour l'heure, ben, je vais accueillir notre expert du soir. Il s'agit d'Éric Bertrand, que j'invite à me rejoindre sur la scène. Bonsoir, Voilà. Éric, comment vas-tu? Voilà. Ça va très bien, merci. Ça Merci, va? merci. Pas Voilà. encore de petite nostalgie pour la dernière? Bon, ça va. Non, 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 non. Là, j'ai un peu fait le tour quand même parce que donc j'en ai donné quand même quelques-unes ici pour les CENI, mais j'en ai fait d'autres pour voilà pour également l'Agence du numérique et d'autres instances. Donc je suis à plus de 50 séminaires sur la facturation électronique structurée d'applications depuis le 1er janvier 2026 et je suis content d'enfin un peu arriver au bout de ces cycles de formation. Exactement. Il y a eu énormément de questions. Personne n'a encore réussi vraiment à te coller, en tout cas pas dans les sessions qu'on a animées ensemble. Donc, on va voir si tu fais le grand chelem aujourd'hui. Et je te propose bah, de commencer par la question de Maud, qui est plutôt plus une remarque. Mais donc, cette remarque, elle va peut-être permettre de recontextualiser un peu la chose. Maud qui nous dit, mon commerce est dédié principalement aux particuliers. Je n'émets que quelques factures pour des assujettis par an. Alors, je vais peut-être dire deux choses. Qui est-ce que ça concerne, encore une fois, cette facturation électronique? Et dans le cas de Maude, quelle solution adopter à ce régime un peu particulier où on ne fait que finalement quelques factures par an? Donc, le cadre légal, hein, c'est la mise en application d'une directive européenne donc pour tous les pays de la CE, hein, donc les 27. Tous les pays donc, devront être sur la facturation électronique entre assujettis TVA pour le 31 du 12 2030. Et pour le cas de la Belgique, il y a eu un arrêté royal donc, du 8 juillet 2025 et qui était déjà prévu depuis 2023 donc pour la mise en application de la facture électronique entre assujettis TVA belges. Et donc, entre assujettis, donc pour l'envoi et la réception des factures. Donc, ça signifie que, par exemple, dans le cas de Maude, s'il est assujetti à la TVA, elle doit être présente sur le réseau PayPal à tout le moins pour être capable de réceptionner ces factures. Maintenant, pour ce qui est de l'envoi des factures, s'il s'agit d'expédition de factures en tant qu'assujetti TVA belge vers d'autres assujettis TVA belges, donc d'envoi de factures ne fût-ce que quelques factures par an, effectivement, la législation impose donc le passage par le réseau PayPal pour l'envoi de la facture donc au format structuré électronique.
Donc, je dirais qu'il n'y a pas d'exception, si ce n'est l'article 44, donc qui concerne les prestations dites thérapeutiques, donc pour des prestataires médicaux, type, on pourra dire kiné, ostéopathe, médecin ou que sais-je d'autre, donc qui ont un cadre tout à fait spécifique tant pour l'envoi que pour la réception des factures. Ils sont exemptés grâce à cet article, leur permettant ainsi de ne pas utiliser le réseau PayPal pour la réception et le renvoi des factures dans ce cadre de prestations thérapeutiques uniquement. Donc, sous-entendu que s'ils facturent exceptionnellement d'autres prestations, par exemple des formations, par exemple un véhicule, eh bien, ils devront passer par le réseau PayPal pour ces exceptions, pour ces prestations, donc qui ne concernent pas des prestations dites thérapeutiques. Mais pour tous les autres cas, en fait, il n'y a pas d'exception. Donc, si on a un métier où on ne facture jamais de prestations vers des assujettis à la TVA, mais par contre, on est bien assujetti, eh bien, on doit quand même être présent sur le réseau pour être capable de recevoir donc ces factures par le réseau PayPal. Donc, en réalité, qu'on soit par exemple franchisé, qu'on soit, je veux dire, dans une structure où on est régime forfaitaire TVA, ce genre de choses-là, peu importe, vous devez être sur le réseau PayPal pour faire l'envoi et la réception de vos factures, toujours à l'exception des prestations dites thérapeutiques, donc qui sont tout à fait cadrées par l'article 44. Voilà. Et alors, ben, pour une personne comme Maud qui n'a finalement que très peu de factures à émettre, il y a des solutions comme par exemple Dockel. Je vois elle a complété, donc je me permets de lire en direct. La vue générale sur PayPal est très négative puisque seules les factures fournisseurs sont comptabilisées. Je trouve cela très stressant. Quel est ton point de vue à ce niveau-là? Et du coup, quelles sont les solutions? Pour Maud, mais qui reçoit finalement des factures fournisseurs, mais qui n'émet que très peu, ou que ben, dans sa comptabilité, fatalement, si ce ne sont que des tickets caisse ou des factures comme avant, qu'est-ce que ça change finalement, toute cette facturation électronique? En fait, ça amène plutôt du confort et de l'inquiétude, plutôt que du stress et de l'inquiétude, ou en tout cas du travail. En fait, c'est plus facile. Je vais donner quelques exemples, hein. Typiquement, je peux faire un achat sur voilà, une plateforme des GAFAM sur Amazon. Avant la facturation électrique structurée, bien, on avait des documents qui étaient passablement complexe à interpréter, parfois difficile à obtenir donc de la part de ces grosses structures. Et donc maintenant, ben, ce problème est résolu, ça rentre tout seul dans sa boîte de réception des factures électroniques, donc sur le réseau PayPal, donc sur son application de facturation, de réception de factures. On a le cas aussi de ces factures de fournisseurs de services comme l'électricité, l'eau et d'autres, où il fallait se connecter sur ces plateformes pour aller les télécharger. Ben maintenant, tout ça c'est terminé, les factures elles arrivent bien directement dans votre boîte de réception. Et donc vous avez la certitude finalement de bien recevoir vos factures et qu'il n'en manque pas pour pouvoir les adresser ensuite sereinement à votre comptable avec, je vais dire, tous les documents présents sans devoir commencer à courir, passer mon expression après. Ça, c'est un point, donc c'est le fait qu'ils arrivent automatiquement. Deuxième point, c'est un point en rapport avec la certitude que votre facture est bonne, elle est correcte, elle est valide, elle n'a pas été piratée ou elle n'a pas été falsifiée par d'éventuels pirates informatiques. J'ai déjà cité à plusieurs reprises le cas du garagiste hein, dans notre clientèle chez nous où ce garagiste avait l'habitude d'acheter des véhicules sur un site d'enchères. Il recevait sa facture habituellement sur sa boîte mail Skynet. Sa boîte mail a été donc piratée, on a modifié le compte en banque, on a ajouté une mention indiquant que le numéro de compte avait changé, le garagiste a payé les 15 000 euros de l'enchère de véhicule, je vais dire de bonne foi, de bonne volonté, de bonne composition, et en fait cet argent a été perdu, définitivement perdu, puisque la facture avait été piratée. Or, avec le réseau PayPal, c'est le genre de malversation qui ne sont plus possibles de faire, quoi, en fait. Donc, ça fait au moins deux raisons, je vais dire, qui font qu'en réalité, c'est plutôt rassurant et en même temps facile, puisqu'elles arrivent toutes seules d'un côté et de l'autre, eh bien, elles sont sûres et certaines, quoi. Ok. Valérie, que tout de même sur Amazon et autres comme Meta ou Stripe, ça n'arrive pas encore automatiquement. Il faut toujours télécharger et sur Amazon demander aux différents fournisseurs. Donc il y a encore des ajustements à faire. Oui, tout à fait. Alors, ça dépendra des interlocuteurs et plutôt des plateformes par lesquelles on passe les commandes.
Et donc, en fait, suivant qu'on passe une commande, par exemple, sur Amazon, Allemagne ou d'autres pays, eh bien, dans ce cas, il faudra encore les télécharger, mais Amazon a été contraint de prendre un numéro de TVA belge, en fait, ici, fin de l'année dernière. Et donc, en tout cas pour les échanges sur l'e-commerce. Et maintenant, on commence à en recevoir par PayPal, en fait. Donc, ça dépendra du contexte et de votre identification et de la plateforme sur laquelle vous aurez fait les commandes, quoi. Non, Donc, effectivement, cela étant, je donne raison à cette posture de dire qu'il y a encore des ajustements à faire, puisque effectivement, beaucoup d'intervenants donc assujettis belges mais ne respectent pas encore tout à fait, je vais dire, la législation ou le jeu, dans le sens où certaines plateformes sont bien présentes, certains fournisseurs sont bien présents sur le réseau, mais continuent malgré tout à envoyer leurs factures par d'anciennes méthodes. Soit parce qu'ils ne retrouvent pas leurs interlocuteurs sur le réseau PayPal comme ils le devraient, soit parce que leurs procédures chez eux ne sont pas encore tout à fait au point. Donc, c'est clair qu'il y a encore des choses à mettre au clair. Ça vaut la peine aussi de communiquer avec vos fournisseurs en leur indiquant que vous êtes bien sur le réseau PayPal et que c'est bien par là que vous devez être adressé pour vos factures fournisseurs. Et en fait, on se rend compte qu'avec ces, je veux dire, bonnes pratiques, en réalité, on voit le flux de factures augmenter dans sa boîte de réception PayPal. Et en général, l'impression des utilisateurs, donc qui exploitent correctement, je vais dire, le réseau et les applications, eh bien, on rencontre souvent beaucoup de satisfaction utilisateur en réalité. On revient à Amazon. Valérie demande donc Amazon à Belgique, ça vient sur PayPal? Oui, Ok, parfait. ça doit, en tout cas. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Effectivement, ça doit. Donc, nous, par exemple, chez moi, j'en ai déjà reçu par PayPal. Mais il faut bien être certain que vous soyez bien identifié, bien enregistré correctement et qu'il vous ait bien retrouvé sur le réseau PayPal. Mm. Effectivement, on a parfois des difficultés. On avait parlé dans des séminaires précédents des cas d'utilisateurs donc chez Winbooks, dans le groupe Exact, où ils n'étaient pas toujours retrouvés sur le réseau PayPal. Et c'était essentiellement dû à l'onboarding, donc à l'enregistrement sur le réseau PayPal avec ces logiciels où il faut être précautionneux et remplir tous les champs bien convenablement, donc en indiquant bien toutes ces coordonnées complètes, numéro de compte en banque, numéro de TVA, le nom d'enseigne, le nom bien sûr réseau social, les numéros de téléphone, enfin voilà, il faut être complet en fait. Ouais. C'est le meilleur moyen de bien retrouver. Et justement, c'est un peu la question de Maxime. Comment savoir si mes fournisseurs envoient leurs factures sur PayPal et que faire si mes fournisseurs ne le font pas? Voilà, donc le principe de base pour l'envoi d'une facture, c'est que si on expédie une facture vers un fournisseur, ou plutôt si un fournisseur envoie une facture vers un client qui n'existe pas, le fournisseur est notifié immédiatement en fait que le tiers n'existe pas sur le réseau et n'est pas capable de recevoir sa facture par PayPal. Donc finalement, envoyer une facture sur le réseau PayPal, c'est pas envoyer une bouteille à la mer, bien loin de là. Dès, je vais dire, le moment où on appuie sur le bouton d'envoi, le système communique en temps réel avec la base de données centrale en fait qui répertorie les utilisateurs sur le réseau PayPal, identifie s'ils sont présents sur le réseau et contrôle s'ils sont capables de recevoir une facture ou une note de crédit ou une autofacture par exemple. Et à ce moment, le fournisseur reçoit une notification immédiate pour dire attention, c'est pas bon, ça passe pas. Et donc là, il faut l'envoyer par un autre moyen. C'est là où finalement, en fait, on peut se retrouver avec des cas d'usage un peu compliqués où, ben voilà, un fournisseur ne retrouve pas le client et finalement, ben, il envoie par email plutôt que d'envoyer par le réseau parce que il n'a pas fait peut-être la recherche appropriée ou il n'a pas indiqué, voilà, l'adresse, hein, l'identifiant PayPal qu'on pourra peut-être voir tout à l'heure. J'en montrerai un correctement dans sa fiche client, quoi. Donc, ça vaut la peine de communiquer avec ses fournisseurs en disant je suis bien sur le réseau PayPal et on voit fleurir parfois sur des adresses email, en signature de mail, l'identifiant PayPal qui est présent comme son adresse email qui est présent dans ses entêtes, en fait. Et alors, on a, pour terminer avec Valérie, elle dit pourquoi les charges sociales ou les assurances n'arrivent pas sur PayPal du coup? Ah, mais justement, donc en fait, on va prendre le cas des assurances. Donc en fait, je reprends tout au début mes propos au sujet de l'obligation. L'obligation concerne les assujettis TVA. Donc il s'agit d'échanger des factures entre assujettis TVA. Or, les compagnies d'assurance ne sont pas assujetties à la TVA. C'est un cas particulier.
Ok. Cela étant, je sais que chez nous, on reçoit par PayPal, DVV, AXA et il y en a une qui m'échappe. On en reçoit déjà trois. Il y a trois compagnies qui nous envoient déjà leurs quittances par PayPal, hein. Donc il faut Ok. bien vous manifester auprès de vos assurances en disant, tiens, voilà, on est bien sur PayPal, envoyez-les-nous par là, parce qu'en fait, la majorité des compagnies se mettent bien sur PayPal, quoi. Ouais, ouais. Ok, donc à ce niveau-là, il faut juste se manifester finalement si on a un petit Ouais. souci et ça va. Alors, je reprends les questions dans l'ordre question de Sophie qui est indépendante complémentaire non assujettie, donc franchisée. Dois-je passer par PayPal parce qu'actuellement je suis sur une application gratuite via laquelle je fais mes factures que j'envoie par mail. Est-ce que c'est envoyé de façon est-ce que pardon, cette façon d'envoyer via serveur suffit ou dois-je passer par une app bien précise? Donc on va revenir par où on était. Ici, Sophie, elle est non assujettie, donc pas d'obligation de passer par PayPal. Bon, je n'ai pas la question devant moi, mais j'ai entendu deux mots dans la même phrase qui sont un peu antagonistes. Donc en fait, si on est au régime de la franchise, on est assujetti à la TVA, mais au régime de la franchise. Et donc en fait, donc qu'est-ce que ça veut dire le régime de la franchise? C'est qu'on fait un chiffre d'affaires inférieur à 25 000 euros, et donc on n'est pas tenu par là de remplir ses déclarations TVA, quoi. Donc en fait, un des maîtres, c'est les déclarations TVA périodiques. Et donc, c'est un arrangement, une facilité que l'on reçoit en tant qu'assujetti TVA, en tant que, entre guillemets, hein, sans que ce soit péjoratif, en tant que petit assujetti TVA. Et donc, mais c'est assujetti. Et donc, en fait, c'est clair que cette législation sur la facturation électronique a quand même pour but de lutter contre la fraude. Et donc, en fait, un moyen pour le fraudeur, alors s'il y avait un plafond minimum en deçà duquel on pourrait passer pour ne pas passer par le réseau PayPal, eh bien, on aurait des fraudeurs qui passeraient systématiquement en dessous de cette limite. Et le problème de la résolution de la fraude, en fait, TVA, ben, ne serait pas résolu. Donc, en fait, c'est là où il faut comprendre que ça s'adresse à tout le monde. Il y a vraiment des exceptions qui sont tout à fait particulières, comme le thérapeutique, qui, eux, ont d'autres contraintes de contrôle, notamment liées à l'INAMI, qui permet en fait de vérifier leur chiffre d'affaires, de vérifier éventuellement les balances TVA, ce genre de choses-là. Donc, je veux dire, là, il y a les vases communicants qui sont faits d'autre part, et je veux dire, il n'y a pas de risque de fraude. Mais le but premier en fait de PayPal, c'est la fraude TVA, c'est les carousels TVA, c'est la Commission européenne qui l'impose à tous les États membres pour avoir une lutte vraiment systématique. Donc, par principe, tout ce qu'on fait comme échange, je vais dire assujetti à la TVA, doit passer par le réseau. Donc ça, c'est le côté, je veux dire, c'est le volet légal, c'est le volet obligation. Mais d'un autre côté, je reviens là-dessus, vous êtes franchisé, bah, oui, effectivement, vous n'émettez peut-être pas de facture assujettie à la TVA, ou quand bien même vous émetteriez quelques-unes, ben, c'est pas compliqué à faire, c'est même plutôt facile. Tandis que pour ce qui est de vos réceptions de factures, hein, la récupération de vos factures en tant que franchisé, donc vous avez quand même des factures, je ne sais pas moi, de téléphone, d'électricité, d'internet, que sais-je d'autre. Toutes ces factures rentrent automatiquement dans votre boîte de réception, et là vous êtes certain que le contenu est fiable et sûr, quoi. Alors je le redis, hein, il y a encore des ajustements, tout n'arrive pas comme ça devrait, tout n'est pas encore émis comme ça devrait, mais cela étant, pour tous les clients et tous les cas d'usage que j'ai où on a mis ça au point pour les entités, c'est quand même vraiment mieux, quoi. Moi, je ne veux plus autre chose, quoi, hein, que ce soit bien clair, hein. Voilà. Ah, je Donc t'ai. c'est ça qu'elle demande si elle doit passer par PayPal si je ne suis pas inscrite et qu'elle a déjà fait des factures pour janvier et février, je risque une amende. Je suis actuellement indépendante complémentaire pour rappel. Donc le fait d'être indépendant complémentaire ou pas ne change pas. C'est finalement cet assujettissement TVA, cette franchise. Euh, Oui, on va peut-être parler justement des amendes. Enfin, on va peut-être faire un oui. aparté sur les amendes aussi. C'est qu'à partir du moment où on prouve sa bonne foi, qu'on a mis en place les choses. En théorie, on ne devrait pas trop être inquiété. Voilà, donc en fait c'est une sortie de Bossa, hein, donc, qui est je vais dire le bras armé digital, hein, du SPF, où ils ont indiqué donc sur le site officiel qu'il ferait preuve de souplesse pour les 3 premiers mois pour donc les assujettis TVA qui ont entamé une démarche pour se mettre en ordre. Donc c'est clair que dans un cas où on dit bah, moi je ne suis pas concerné alors qu'on l'est en tant peut-être qu'assujetti TVA complémentaire au régime de la franchise, et on pense qu'on n'est pas
qu'on n'est pas concerné, c'est une erreur quand même parce que là, vous n'entamez pas de démarche visant à tenter de vous mettre en ordre. Et donc là, je pense que voilà, vous vous mettez, je vais dire, en difficulté potentiellement vis-à-vis d'un contrôle TVA. Donc là, allez sur une plateforme web, on va en parler, Bilit, hein, Bill2Box, Dockle et que sais-je d'autres, pour des activités complémentaires comme celle-là, ça fera très bien l'affaire. En un quart d'heure, vous êtes sur la plateforme. Le problème, en fait, pour revenir à ces histoires d'amende, c'est que ils ont, donc par l'arrêté royal hein, de juillet 2025, ils ont fait un copier-coller des amendes TVA pour dépôt tardif de déclaration. Donc ça veut dire que à premier constat donc d'infraction, il y a 1500 euros d'amende. Deuxième constat, 3 mois plus tard, 3000. Troisième constat, 5000, ainsi de suite, donc, et d'autres sanctions ultérieures. Donc bon, ça prend 10 minutes, un quart d'heure de s'enregistrer. De toute façon, si vous n'êtes pas assujetti du tout à la TVA, hein, c'est possible hein, de ne pas avoir une activité qui n'est pas du tout assujettie à la TVA, mais c'est peu probable pour ce que j'entends ici. Donc vous êtes probablement bien assujetti au régime de la franchise. Dans ce cas, vous êtes assujetti. Dans ce cas, vous devez être sur le réseau PayPal, quoi. Donc inscrivez-vous rapidement. Cette durée des 3 mois de tolérance arrive gentiment à sa fin, puisqu'on est début mars. Donc voilà, je vous invite à rejoindre ces plateformes. Et donc, non seulement vous inscrire sur la plateforme, et puis une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme, bien sûr de vous enregistrer sur le réseau PayPal. Hein, parce que vous pouvez être, par exemple, sur Dockle sans être enregistré sur le réseau PayPal. Hein. Donc, une fois que vous avez fait cette démarche de vous inscrire sur le réseau PayPal, après, cliquez sur le bouton de enregistrement PayPal, hein, évidemment. Hmm. Alors, on a une question de Jonathan qui est indépendant complémentaire, où il propose des prestations avec son food truck. Il demande comment émettre ma facture facilement, que ce soit pour un particulier et ou une entreprise. Alors, il y a quand même aussi un autre cas particulier, un cas spécial, je vais dire, hein, pour les assujettis TVA de l'ORECA et pour l'alimentaire, enfin pour des plats consommés sur place. Donc, ce qui est à mon avis pas ce cas-ci encore, mais je fais une petite parenthèse là-dessus. Donc, on prend le cas d'un restaurant, la souche TVA n'est pas concernée. Hein, donc, vous pouvez toujours récupérer la souche TVA, toujours la scanner et la mettre dans votre programme de comptabilité ou l'envoyer à votre comptable. Hein. Par contre, vous avez un food truck, vous êtes assujetti à la TVA, vous devez être présent sur le réseau PayPal pour au moins recevoir vos factures. Ensuite, vous avez des clients particuliers qui viennent. Ces clients particuliers qui viennent, vous faites des ventes à privé. Donc, ces ventes privées, ben, ce sont des tickets de caisse, en fait. Hein. Vous êtes censé faire un ticket dans lequel ben, vous avez un livre de caisse. Hein, c'est une autre obligation, mais qui n'a rien à voir avec PayPal. Vous devez avoir un livre de caisse avec votre total de chiffre d'affaires par taux de TVA et par moyen de paiement. C'est ce que le législateur demande. Mais c'est une autre voilà, problématique. Et là, un simple ticket peut suffire. Par contre, si avec votre food truck, vous allez par exemple, un événement d'entreprise, on vous demande d'aller avec un food truck à l'événement d'entreprise et de faire à manger pour des collaborateurs et l'entreprise vous demande une facture pour les prestations de fourniture voilà. Donc, ce sont des factures de traiteurs. Eh bien, dans ce cas-là, elles doivent être assujetties, puisque en tant que détenteur de food truck et de cette activité, voilà, plein temps ou complémentaire, en personne physique ou en société, peu importe, vous êtes donc assujetti TVA dans ce cadre de ces activités-là. Donc, vous émettez vos factures par le réseau PayPal, facture de traiteur pour cette entreprise qui a sollicité vos services pour un événement, par exemple. Mais donc là, il faut bien effectivement passer par le réseau PayPal pour le faire. Alors, la sous-question, c'était quel outil utiliser. Hein, qu'est-ce que je peux utiliser comme outil pour émettre facilement ces factures et ces créances vis-à-vis de mon client privé. Alors bon, pour le client privé, je vais dire une petite caisse enregistreuse peut faire l'affaire, tant qu'elle vous sort votre Z, votre bon vieux Z à la fin de la journée pour avoir votre livre de caisse, ça fait le boulot pour les ventes comptoirs, je dirais. Donc maintenant, il y a des petits logiciels informatiques qui font ça avec une tablette et un petit imprimante ticket qui peuvent parfaitement faire l'affaire. Et on a également, à côté de ça,
le problème de l'émission de quelques factures de prestations, donc de factures traiteurs, comme je disais par exemple tout à l'heure. Et là, on parlait de Dockle, de Billit, de Bill2Box, qui sont des plateformes web qui peuvent parfaitement faire l'affaire pour ce genre de facturation, de prestations et de vente de produits Horeca, voilà, pour un food truck, quoi. Alors, on peut peut-être aborder le 3x3. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, Tout à c'est fait. peut-être le moment. Donc, il y a un petit moyen mémotechnique, une petite technique pour s'y retrouver, pour ne pas faire le mauvais choix, pour ne pas choisir le mauvais outil. Et donc, en fait, il y a le 3x3 à retenir. Le 3x3, c'est trois types de logiciels et trois types d'interlocuteurs. Donc, les trois types de logiciels, ben, c'est les plateformes web, j'en ai déjà cité, un Docker, Bill2Box et d'autres. Et puis alors, l'autre type d'application, les applications reliées à votre comptable. Donc, Winbooks et Winbooks on Web, Horus et Falco, Bob et Kite, par exemple Octopus qui est également ce couple application pour la fiduciaire et application pour l'entrepreneur. Et puis le troisième type d'application, ben, c'est les ERP, les gros logiciels de gestion. Tout le monde a entendu parler d'Odoo, mais il y en a bien d'autres évidemment. Et donc les trois types d'interlocuteurs, ben, je dirais pour les plateformes web, les indépendants complémentaires qui font leur petit compte à eux-mêmes, ce genre de choses-là, mais parlez à vos collègues, parlez à vos fédérations, parlez au SNI, qui pourront vous recommander aussi des plateformes comme celle que je vous ai recommandée ici avec voilà, Bill2Box, Billit, voilà, Octopus et d'autres. Par contre, la deuxième catégorie, votre interlocuteur, c'est bien entendu votre comptable. Si vous avez un comptable, évidemment, il faut essayer d'être compatible avec votre comptable. Évitez de devoir envoyer les fameuses factures électroniques, hein, qui, je rappelle, sont des fichiers XML, vers votre comptable. Ben, c'est peut-être plus facile de faire ça avec une application de facturation et de gestion qui est intégrée à la fiduciaire. Parler de, par exemple, Horus et Falco. Si vous avez une fiduciaire qui utilise Horus, vous pouvez prendre Falco qui vous permettra de recevoir toutes vos factures, donc au format électronique, d'en émettre, mais également de pouvoir, par exemple, le mettre au paiement. Et ainsi, communiquer aussi avec votre comptable pour recevoir des situations comptables ou avoir des chats d'échange d'informations sur les pièces manquantes ou que sais-je d'autre. Donc votre comptable, c'est quand même un gros interlocuteur pour savoir ce que vous devez choisir comme outil. Et puis enfin, pour tous les métiers spécialisés, les métiers allez, qui demandent un outil de gestion plus adapté ou plus particulier, eh bien, vous avez des informaticiens de gestion comme moi qui quadrillent tout le territoire, vers lesquels vous pouvez vous tourner, qui sont essentiellement des revendeurs de logiciels de compta et de gestion, mais qui ont dans leur manche souvent l'un ou l'autre logiciel spécialisé par métier. Et donc, je cite souvent Astral Software chez nous, qui est un logiciel spécialisé pour les brasseurs et distributeurs de boissons. Mais on a, par exemple, dans le bâtiment, j'ai un lapsus. Virtuosa. Virtuosa, voilà, merci pour ton aide. Je savais que je pouvais compter sur toi après plus de 20 Après autant de présentations. séances, oui. Voilà. Et donc, voilà, il existe donc toute une panoplie de logiciels métiers spécialisés vers lesquels vous pouvez vous tourner si vous faites un métier particulier, ce qui peut également apporter quand même pas mal de solutions. Et donc, j'ajouterais que le moyen, en fait, aussi de savoir si vous ne vous trompez pas, c'est le temps que vous allez pouvoir y gagner. Donc, si vous pensez que vous devez prendre un logiciel de gestion parce que vous avez beaucoup de chantiers à gérer et que la gestion de chantier prend du temps, et bien sûr que vous faites un bon choix de prendre un logiciel ERP spécialisé. Tandis que si vous êtes dans le bâtiment, mais que vous êtes sous-traitant et vous faites 12 factures par an de sous-traitance, bien là, ça ne sera pas nécessaire et peut-être que se tourner vers Docker ou Bill2Box sera suffisant, quoi. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de choisir un outil qui est compatible avec vos besoins, pas besoin de prendre un énorme truc si vous n'avez vraiment que quelques factures à émettre, et toujours vous tournez, ben, que ce soit vos fédérations, votre comptable, des informaticiens de gestion comme Eric, qui seront toujours de bons conseils, conseils qu'il va encore nous prodiguer sur la question de Vinciane. Elle nous dit que, ben, on parlait justement d'électricité, son commerce à Vinciane, il se trouve dans son habitation. Elle n'a pas de contrat professionnel, le comptable reprenait le mètre carré de son commerce pour le remettre dans la TVA de l'année. Cela ne passe donc pas par PayPal. Que doit-on faire dans ce cas? Alors,
Donc, le cas de, c'était d'électricité, hein, c'est ça, C'est hein, ça, ouais. ouais. Donc, en fait, la facture d'électricité, quand on est dans un cas comme celui-là, donc j'ai ma facture qui arrive soit avec mon identification, avec mon numéro de TVA dessus, et donc ça devient une facture professionnelle, ou alors ma facture électricité arrive uniquement à mon nom, mais sans mon numéro de TVA dessus. Et donc ça, c'est une facture privée. Donc chaque cas existe, donc les deux cas peuvent se produire, et la question en fait de rentrer ça dans ses frais et de la déduction fiscale, en fait, dépendra de la manière dont vous allez faire rentrer la facture. Donc, vous pouvez demander de changer ça aussi, hein, c'est pas figé. Hein, donc, mais si vous avez décidé de recevoir cette facture à votre nom privé, eh bien, cette facture, eh bien, vous pouvez vous en servir pour faire une note de frais que l'on va rentrer dans votre comptabilité professionnelle pour faire la déduction. Va se poser la question de la récupération de la TVA qui ne sera pas possible dans ce cas-là. Donc, à un moment donné, vous allez dire, mais tiens, je préfère recevoir ma facture donc à titre professionnel, donc j'assujettis cette facture, je demande à mon fournisseur qu'il l'adresse à mon nom avec le numéro de TVA. Et dans ce cas, la facture sera entièrement rentrée dans la comptabilité, mais avec des dépenses non admises et des quotités non récupérables en TVA. Et donc, c'est le comptable qui va faire la différence entre les deux. Alors, dans ce cas-là, vis-à-vis de PayPal, dans le premier cas, votre facture arrive à titre privé, et dans ce cas-là, elle arrivera par la boîte aux lettres ou par mail, peu importe, mais elle ne passera pas par le réseau PayPal. Par contre, si vous décidez de la faire passer sur 100%, la mettre au nom de votre personne physique ou morale assujettie à la TVA, eh bien, dans ce cas, là, elle passera par le réseau PayPal parce que c'est entre assujettis TVA. Donc, ce sera votre nom en tant qu'indépendant avec cet assujettissement TVA, ce numéro de TVA présent sur la facture. Dans ce cas, ça passera par le réseau PayPal et c'est le comptable alors qui pourra rejeter la partie privée de la facture qui ne sera pas récupérée donc en frais professionnels et en récupération de TVA. Donc voilà, continuez quand même à garder un dialogue avec votre comptable, c'est finalement la personne la plus importante à ce niveau-là. Justement, la question dont on parlait ici à l'instant, elle touchait Sophie, qui demandait comment déduire une partie des frais énergie, car une seule partie est concernée, on vient de le dire. Sophie, elle est psychomotricienne, soins donc, elle facture des séances d'accompagnement en France pour des enfants suivis par les ASE. Elle facture également au CPAS des séances ateliers parents-enfants. Tout se passe aussi par PayPal. Point d'interrogation, je suis dans l'accompagnement, mais pas certaine d'être concernée par l'article 44. C'est vrai que c'est un peu nébuleux, hein. C'est un cas de Oui, figure un ça peu fait, compliqué. voilà, la frontière entre ce qui concerne l'article 44 ou non est ténue et complexe même. Et donc là, c'est certain que c'est une question allez, qui est vraiment directement de la responsabilité de votre comptable. Et donc, en fait, il faut que vous ayez un accord et, je veux dire, un dialogue clair à ce sujet, parce qu'il y va de la responsabilité de votre comptable, dont le métier est aussi le conseil sur ce que vous pouvez faire ou non. Donc ça, c'est clair que je vous renvoie vers votre comptable pour savoir si vous êtes parfaitement dedans ou pas. Cela étant, c'est clair que c'est mieux d'être sur le réseau PayPal dans votre cas. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, premièrement. Vous recevez vos factures de vos fournisseurs assujettis TVA et vous les avez directement voilà, dans votre plateforme, ce qui est quand même nettement plus confortable et plus sûr aussi. Hein. Vous avez la certitude qu'elles arrivent et qu'elles ne sont pas falsifiées, que ce n'est pas des spams, ce genre de choses-là. Donc c'est plutôt plus confortable de faire comme cela. Deuxièmement, ben, s'il y a une zone de doute sur l'une ou l'autre prestation, ben, ce doute est levé, puisque tant qu'elle est sur le réseau PayPal, autant l'être aussi pour l'envoi de ces factures, où il peut y avoir une incertitude sur le fait qu'elle doit passer par le réseau ou non. Cela étant, à partir du moment où vous êtes présente sur le réseau, que vous envoyez une facture sur une question, je vais dire, allez, en balance, et que vous ne l'envoyez pas par le réseau PayPal alors que vous auriez dû, et qu'à un moment donné, un contrôle vous dit non, là vous auriez dû le faire, en tout cas pour cette année-ci, je ne pense pas que vous aurez une amende. Mm. Voilà. Ce qu'il faut, c'est être sur le réseau, bien sûr échanger quand même des factures dessus,
Si ben, vous êtes en balance sur une question d'une prestation que vous auriez fait, vous ne savez pas si vous êtes concerné ou non par cette question d'exemption de l'article 44, c'est clair que le fait d'être déjà inscrit sur le réseau, ben, ça vous met déjà à l'abri, hein, Ouais. d'être montré du doigt pour n'avoir fait aucune démarche visant à se mettre en conformité. Donc moi je pense que voilà, de toute façon par facilité et par sûreté, je m'inscrirai. Et en plus, mais si vous avez de temps en temps une difficulté pour savoir si vous savez adresser ou non une facture voilà, par le réseau PayPal, bah, si votre interlocuteur est sur le réseau PayPal, envoyez-la de toute façon par ce biais-là. Et par contre, s'il n'y est pas, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein, vous ne saurez pas envoyer une facture à un interlocuteur qui n'est pas présent sur le réseau PayPal, alors que peut-être il devrait l'être. Hein. Donc, si vous réalisez des prestations de services ou une livraison de produits à un assujetti TVA ou à une administration, par exemple, qui devrait être présente sur le réseau PayPal et qu'elle ne l'est pas, il faut savoir en fait que le reste de législation et d'application, et donc la créance n'en est pas moins éligible. Donc vous devez émettre cette facture, vous ne savez pas l'émettre par le réseau PayPal alors que c'est par laquelle devrait aller, ou bien vous avez le loisir de l'émettre par un autre moyen, hein, cette créance, hein, donc par email, par la poste ou que sais-je d'autre, et la créance est éligible, elle vaut original, et le tiers est tenu de la régler par je vais dire, le contrat que vous avez souscrit entre vous, soit un bon de commande, soit la livraison, un bon de livraison, que sais-je d'autre, et donc par-delà l'acceptation, l'éligibilité des conditions générales de vente qui restent valables. Donc toute la législation autour du recouvrement reste d'application avec les retards de paiement, intérêts, clauses pénales et compagnie. Rien ne change à ce sujet-là. Seul le vecteur change. Et si, pour une raison X ou Y, le bon vecteur n'est pas utilisé, la créance reste parfaitement éligible. Mm. Donc, ne vous aventurez pas à ne pas payer les factures qu'on vous envoie sous prétexte qu'elles n'arrivent pas par PayPal parce que vous aurez des problèmes. Quoi. Donc, voilà, il faut payer ses factures quand même. Quoi, hein, On est quand même tenu de les payer, c'est ça. voilà. Sophie précisait, elle dit qu'elle n'a pas de numéro INAMI, donc pour ce fameux article 44, je ne sais pas si ça éclaire ta lanterne ou pas. Mais donc voilà, renseignez-vous avec votre comptable. Oui. Et d'ailleurs, bah, pour rester dans ce fameux article 44, il y a une question de Myriam qui est sage-femme et thérapeute en hypnose. Est-ce que je dois m'y inscrire? Je suis perdu car mon comptable me dit que oui, je dois y être, car je suis sous le régime de la franchise. Oui. Or, j'ai plusieurs de mes collègues qui ne le font pas, donc que faire? Je dois-je le faire pour mes achats? On a déjà en partie répondu à cette question. Voilà, mais en fait, bon, je pense que c'est intéressant d'y revenir plus clairement parce que dans ce secteur d'activité et surtout des paramédicaux, euh, il y a une confusion en fait sur le fait de bénéficier de l'exemption de l'article 44 et d'autre part le fait d'être assujetti à la TVA. Et donc en fait, dans la très très grande majorité des cas, ils sont bien assujettis TVA et bénéficient de l'exemption de l'article 44, sauf bien sûr pour les prestations qui ne sont pas thérapeutiques. Donc, inscrivez-vous, votre comptable vous a dit de le faire, faites-le. Donc, c'est lui qui a raison. D'abord, ouais, c'est son métier. Ensuite, vous êtes bien assujetti à la TVA et donc, de ce fait-là, même si vous bénéficiez de l'article 44, je vous conseille de le faire parce que probablement que tôt ou tard, vous ferez des prestations qui ne sont pas couvertes par cette catégorisation dite de prestations thérapeutiques. Et donc, je disais, ben, le cas des formations, je suis sûr et certain qu'elles ne sont pas couvertes par cette exemption. Donc, vous devez être sur le réseau PayPal pour ces prestations de formation. Par exemple, pour vendre votre voiture, vendez votre voiture une fois tous les 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, que sais-je, quand vous avez amorti votre véhicule et qu'il est usé, eh bien, vous vendez votre voiture, la facture doit passer par le réseau PayPal. Je rappelle qu'il s'agit de lutte contre les fraudes TVA et notamment les carousels TVA, et ça, c'est en particulier les voitures. Donc, c'est clair que c'est visé au premier chef. Et donc, en fait, en gros, vis-à-vis des thérapeutiques, je dirais ceci, inscrivez-vous, même si vous n'êtes pas obligé de le faire, parce que c'est plus facile, parce que vous recevrez plus facilement vos factures, notamment pour tous ces prestataires de services type électricité, eau, télécom, que sais-je d'autre. Vous aurez tout centralisé au même endroit sans jamais plus avoir à aller les télécharger. Et en même temps, grâce à ça, vous avez la certitude d'être en conformité. Donc c'est évidemment bien plus confortable pour dormir sur ses deux oreilles
Donc vraiment, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, ça se généralise, hein. On a beaucoup de médicaux et de paramédicaux qui s'inscrivent sans savoir s'ils doivent ou pas, hein. Donc, et la plateforme idéale pour vous, c'est Dockel. En réception, c'est gratuit. Voilà. Donc, rendez-vous sur le site de Dockel, on va vous mettre le lien. On a une question de Michel qui dit, j'ai un petit site de vente en ligne, les achats réalisés par des particuliers doivent-ils passer par PayPal? Comment faire? On va rassurer Michel, non, il n'y a pas besoin, hein. Mais absolument pas. Donc, pour parler un petit peu des e-commerce, donc c'est clair que ben, si vous vendez des particuliers, ben, vous continuez à envoyer une petite note de confirmation par email ou que sais-je d'autre, comme quoi la vente est faite. Et donc, en fait, ça rentre dans le cadre des ventes dites comptoir avec un livre de caisse. Voilà. Donc, c'est la même chose que de vendre quelque chose à un comptoir à un particulier. Si vous vendez sur un e-commerce à un particulier, l'opération est la même. Oui, enfin bon, il y a quand même cette histoire des ventes extra-communautaires avec une taxe spécifique, mais ça, donc, je vous renvoie vers vos comptables aussi. C'est une déclaration spéciale qui doit avoir lieu. Mais pour voilà, toutes des ventes qui ont lieu à des Belges assujettis ou des pays européens assujettis, et jusqu'à un plafond, en fait, c'est comme une vente comptoir, quoi, en fait. Mm. Donc, Ouais, et d'ailleurs, ça va rassurer un peu Jonathan, parce qu'il dit, je me permets de revenir, tu te souviens, on parlait du food truck. oui. Ici, lui, Jonathan, il fait de la vente de sachets de popcorn, de cacahuètes enrobées de sucre. Il dit, est-ce qu'à chaque client que je vends un sachet, je dois donner un ticket de caisse sur brocante, sur des festivités? C'est comment ils font, les vendeurs d'hamburgers, les friteries? Il dit, moi, je reçois jamais de ticket. Il faut en parler avec votre comptable, mais si. Voilà, c'est ce qu'on appelle des ventes comptoirs. Et donc, vous devez. En fait, il y a une législation autour de ça. Mais de nouveau, je renvoie votre comptable. Vous êtes censé avoir un livre de caisse et vous êtes censé pouvoir dire ce que vous avez en caisse, voilà, en cas de contrôle, quoi. Votre livre de caisse, vous pouvez avoir un contrôle à tout moment, hein. Et l'amende est de 1500 euros. Donc, il faut quand même être en ordre avec ce truc-là, hein. Donc, Mm. ouais. Il y a des ventes comptoirs, c'est cadré, hein. Ok, Ouais. bah donc voilà, Vous conseil à laisse se Jonathan renseigner. Ouais. de Mais se bon, on sort renseigner auprès. complètement de, voilà, on sort complètement de PayPal, hein. C'est plus Ouais, à ouais. nouveau, on est entre ventes particuliers, donc ça ne concerne pas donc l'envoi de créances par PayPal, absolument pas. Donc là, par contre, si on a un assujetti TVA qui vient et qui demande, tiens ben voilà, moi je voudrais bien acheter des sachets de popcorn pour une activité que je fais dans mon entreprise et j'ai besoin d'une facture, eh bien, vous devrez lui émettre une facture par le réseau PayPal et je dirais que rien ne vous oblige à le faire immédiatement. Donc en fait, on a pris l'habitude d'émettre ces factures très rapidement, hein, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, avant l'avènement, je vais dire, de l'envoi systématique des factures par email, on émettait régulièrement des créances avec la facturation de fin de mois, comme on disait. Hein, donc on faisait un bon de livraison, un ticket, une vente, et puis on émettait une facture de clôture à la fin du mois avec toutes les factures qu'on émettait vers tous ces tiers, en fait, hein. Mm. Et donc là, on pourrait revenir vers ce genre d'habitude en fait en disant, tiens, voilà, je te livre tous tes sachets de popcorn pour ton événement, mais tu recevras la facture plus tard par le réseau PayPal. Ok. Mais donc voilà, pour tout ce qui est vente comptoir, effectivement, on sort un peu du cadre de PayPal. On a une question de Francesco qui dit comment prouver les frais de fonctionnement pour un indépendant pour les retraités. Une facture par mois, je suis consultant, je ne vends pas de produits, donc juste de la consultance. Mes extraits de compte bancaire sont suffisants comme preuve puisque pas de facture, chiffre d'affaires moins de 23 000 euros par an. Oui, mais il est bien assujetti à la TVA, hein, c'est ça, hein? Je ne sais pas, il ne l'a pas Franchisé, ah oui. précisé. Si c'est au régime de la franchise, une prestation de service donc de consultance qui est assujettie à la TVA, mais au régime de la franchise, dans ce cas, ça doit passer par le réseau PayPal, hein. Absolument. Donc, n'allez pas penser que le régime de la franchise, en fait, vous affranchit d'utiliser la facture électronique par le réseau PayPal, hein. Pas du tout, hein. Donc, si vous êtes au régime de la franchise, ça veut dire que vous êtes assujetti à la TVA, vous êtes assujetti au régime de la franchise, donc vous devez passer par le réseau PayPal, quoi, à moins que vous ne soyez dans le secteur médical et qu'il s'agit de prestations thérapeutiques. Mais donc, voilà. Et donc là, je vous renvoie sur des plateformes, comme on en a parlé, 12 factures par an, donc le Bill to Box, ce genre de choses-là, quoi.
Alors, on a Jacques qui nous dit qu'il s'est enregistré sur le site, j'imagine d'ING, ING Jet ou INGet, je ne sais pas comment je dois le dire. Et je reçois mes factures par PayPal. Que dois-je faire quand j'ai téléchargé la facture? Ben, c'est une facture classique finalement, j'imagine. Oui, donc en fait, c'est un fichier XML, hein, donc le téléchargement de la facture. Donc voilà. Mais c'est quand même important comme question en fait, parce que avant, ce qui était considéré comme la facture originale, c'était par exemple un PDF ou un document qu'on avait imprimé, mis dans, dans son facturier, dans sa farde. Euh, donc, la révolution depuis le 1er janvier, c'est que la facture originale, c'est un fichier XML. Ce n'est plus un fichier PDF. Et donc, on a eu des clients qui ont téléchargé leur fichier XML, imprimé l'annexe qui est contenue dedans en format PDF et effacé le fichier XML. Et donc, en fait, là, ils ont effacé la facture originale. Et donc, je rappelle que l'administration exige de chaque contribuable qu'il conserve ses factures originales à minima 7 ans, voire plus s'il s'agit de biens amortis sur une durée supérieure, par exemple 15 ans ou 20 ans sur des bâtiments. Et donc, vous êtes tenu de conserver cette facture originale qui est ce fichier XML. Et donc, ce n'est plus PDF. Et donc, en fait, effectivement, c'est une bonne idée de télécharger ces fichiers XML et de les stocker, les conserver dans un dossier, dans un drive ou que sais-je d'autre, pour pouvoir en avoir en backup une copie de sécurité en plus du stockage sur la plateforme que vous utilisez pour la réception de vos factures. Donc le cas de Dockel est intéressant ici puisque Dockel a cette vocation en plus d'être dans la conservation de documents. Et donc il conserve les documents en plus de faire la réception. Donc ça c'est intéressant en plus de les télécharger sur votre ordinateur ou sur un drive, Google Drive ou que sais-je d'autre, où vous pourrez les stocker bien entendu sur le territoire européen, hein, puisqu'on ne peut plus stocker de format électronique à l'extérieur de l'Europe. Hein, c'est une législation, c'est une obligation. Si vous allez stocker des données factures électroniques et vous n'avez pas de copie de sécurité sur le sol européen et puis que vous les perdez pour un piratage ou que sais-je d'autre, eh bien, dans ce cas-là, vous pourriez être taxé de négligence. Hein, donc, on pourrait se retourner vers vous, un fonctionnaire d'État, en disant, oui, mais enfin, vous avez été stocké ça sur telle plateforme, vous montrez effectivement que vous les avez placés à cet endroit-là, vous êtes déjà en infraction, quoi. Hein. Donc, il faut quand même être méfiant sur toutes ces questions, en fait, en rapport avec le fichier XML qui devient la facture originale et ensuite sur le fait de la conservation de ce document au moins 7 ans. Donc, avoir au moins une copie de sécurité et faire preuve de minimum de diligence en termes de sécurité, eh bien, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on attend de chaque contribuable ici en Belgique. Donc, faire diligence en termes de sécurité, ça signifie bien, avoir des ordinateurs à jour, avoir des antivirus, avoir des protections avec des mots de passe forts, de la double authentification. Et là, je pense que le CNI a donné quand même pas mal de webinaires et de formations à ce sujet qui sont intéressants quand même à suivre pour pouvoir assurer la conservation de vos fichiers XML, quoi. Exactement. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans le chat de toutes les replays que vous pouvez suivre, notamment consacrés à la cybersécurité, mais aussi sur plein d'autres sujets. Je reviens sur la question qu'on a eue juste avant de Francesco, donc qui était retraité indépendant complémentaire, enfin, il faisait de la consultance, il est sous franchise, ça on ne le savait pas, mais du coup, il nous dit qu'il a une TVA, et donc ben, c'est un peu pour ses factures finalement, l'essence, la téléphonie, Internet essence une fois tous les 3 mois, puisque le travail est une fois par semaine. Donc voilà, il se demandait finalement à quel niveau il est concerné. Oui, donc il est totalement concerné, donc il faut absolument être inscrit sur le réseau PayPal. Voilà, pour une activité comme ça, je renvoie aux plateformes web qu'on a déjà mentionnées. S'identifier rapidement, on est début mars, là, voilà, c'est très important de s'identifier très très vite sur le réseau. Et après, je vais dire pour l'usage régulier, ben, vous montrer progressivement en puissance, en apprenant par l'usage comment ça fonctionne. Et petit à petit, ça se mettra en place. Et croyez-moi, c'est facile en fait. Ça se passe relativement bien. Le plus difficile, c'est de se mettre en route, hein, c'est de lancer la machine, de peut-être se connecter sur l'une ou l'autre plateforme, de s'identifier. Une fois que c'est fait, quand on aura réceptionné une facture, on se rendra compte que c'est tout à fait aisé et agréable même à l'utilisation. Hein. Donc Hmm, tout à fait. voilà. Effectivement. Alors, on avance avec une question de Michel qui, ben, on a cité Odoo tout à l'heure. Il dit en dehors de son application Odoo, ou voir mon profil PayPal, il dit moi sur Odoo, je ne vois pas les factures que je suis censé recevoir, par exemple. Il n'a pas de facture reçue sur Odoo.
Ben, il y a un problème a priori, hein. Donc, s'il est bien inscrit sur le réseau PayPal et qu'il est censé recevoir, par exemple, ses factures de Proximus ou ses factures de fournisseurs d'électricité ou que sais-je d'autre, effectivement, il y a bien une difficulté, hein. Donc là, s'il est sur Odoo, bien sûr, il faut se retourner vers... Ah, j'ai perdu le son, Eric. On a perdu ton son. Ah, Ah, te revoilà. bon, Voilà. voilà. Et donc, Recommence si tu le sais avec Odoo. ok, donc je disais que sur les consultants Odoo, hein, en fait, et les fournisseurs Odoo, donc à chaque fois qu'il y a une installation Odoo, on a un consultant ou un informaticien ou un revendeur direct Odoo vers lequel on peut se tourner pour pouvoir, je vais dire, vérifier que votre configuration est correcte. Alors, un autre moyen de s'assurer qu'on est bien présent sur le réseau PayPal, c'est d'aller voir sur PayPal Directory ou d'aller voir sur PayPal Check, qui sont des sites web en fait qui permettent de taper votre numéro de TVA ou votre nom d'entreprise et de voir si on vous retrouve bien sur le réseau PayPal. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'important à faire pour s'assurer que votre enregistrement s'est bien passé correctement. Et donc, bon, il y a quand même beaucoup d'utilisateurs d'Odoo et bien sûr que ça fonctionne. Donc normalement, voilà, il devrait recevoir ses factures. Donc c'est qu'il y a un problème sur sa configuration proprement dit. Donc ça vaut la peine de demander à son consultant. Ok. Donc, voilà. À ce niveau-là, question de Vinciane. Nous venons de créer un comité de marchands. Nous allons organiser 2 à 3 marchés par an. Et certains marchands demandent un reçu pour leurs frais de stand. Doit-on passer par PayPal ou pouvons-nous utiliser un carnet de reçus comme auparavant? Alors, a priori, oui, puisque cette association de fait n'est pas assujettie à la TVA. Et donc, tant que vous ne constitueriez pas une ASBL, que vous souhaiteriez à un moment donné assujettir à la TVA, eh bien là, vous êtes exempté en fait d'utiliser le réseau PayPal et donc effectivement, un carnet de reçu peut toujours suffire. Donc, c'est entre assujetti TVA, donc une association de fait n'est pas a priori assujettie à la TVA, donc pas concernée. Ok. Alors, on va revenir sur le cas de Sophie, parce que Sophie, donc, elle nous suit depuis le début du webinaire et elle a travaillé pendant que nous faisions ce petit webinaire. Donc, je vais prendre enfin, je vais te recontextualiser ce que fait notre amie Sophie. Elle est professeure de chant. Elle demandait si elle devait passer par PayPal. Elle n'était pas inscrite. Elle avait des factures faites pour janvier, février. Et elle dit, bah, moi je me suis inscrite sur Dockle, est-ce que je dois envoyer mes factures par là dorénavant, en plus sur mon app Zervante, donc elle l'utilisait déjà, elle n'a pas pris de formule payante, et c'est un peu confus pour elle, même contradictoire, parce qu'elle dit que elle a une réponse de Dockle en lui disant, pour vous il n'y a pas d'obligation PayPal, Dockle est pratique pour stocker et payer les factures en toute sécurité, plus d'informations sur le site de Dockle, donc voilà, est-ce qu'on peut peut-être refaire le point sur la situation de Sophie? Donc, il faut voir si elle est assujettie à la TVA. Et donc, ce que je comprendrais, c'est qu'elle ne l'est pas, quoi, en fait, a priori. Mais j'en suis pas sûr, là. Voilà. Donc, si elle est assujettie à la TVA, si elle a un numéro de TVA, bien sûr, elle est concernée, mais uniquement pour les créances qu'elle émet vers d'autres assujettis à la TVA. Donc, si elle émet des factures vers des privés pour des cours de chant, dans ce cas, bien, elle n'est pas obligée de passer par le réseau PayPal. C'est ça. Donc, on va reprendre pour faire plus simple. Donc, si elle a des clients particuliers à ce moment-là, pas de souci, il n'y a pas besoin d'émettre de facture via Dockle. Si ce sont des clients professionnels qui sont assujettis TVA, et si elle l'est, à ce moment-là, elle doit passer par la facturation électronique. Exact, hein, tout à fait exact. Et voilà, de toute façon, ce qui est clair, c'est que être présent sur le réseau PayPal avec Docker lui permettra de recevoir ses factures, quoi. Hmm. Et vous êtes dit, ah, donc c'est ça le problème, j'ai un numéro de TVA, mais il n'y a pas de TVA, je travaille pour une ASBL qui n'est pas assujettie. Voilà, donc ici, si elle est assujettie à la TVA, mais qu'elle émet une créance vers un non assujetti TVA, fût-il ASBL, eh bien, dans ce cas, elle n'est pas obligée de passer par le réseau PayPal, quoi. Voilà. Ok. Mais il est possible que cette ASBL s'inscrive sur le réseau PayPal sans être assujetti. Donc, on a régulièrement ce cas d'usage là également. Des gens qui n'ont pas besoin d'être assujettis à des ASBL, qui souhaitent quand même être sur le réseau PayPal,
pour se faciliter la vie pour la réception de factures. Et dans ce cas-là, eh bien, elle pourra choisir. C'est elle qui décidera si elle veut envoyer la facture soit par PayPal ou par courrier ou par email, parce que cette ASBL est peut-être présente sur le réseau PayPal, mais pas assujettie à la TVA. Donc, d'un point de vue du respect de la législation, elle a le choix. Cela étant, évidemment, si elle est sur le réseau PayPal et que cette ASBL est sur le réseau PayPal, eh bien, ce sera évidemment bien plus agréable et bien plus aisé d'utiliser PayPal pour l'envoi et bien plus sûr en plus. Alors le temps file, hein, il reste une petite dizaine de minutes, hein, même 5 grosses minutes. On a encore quelques questions à traiter, mais avant ça, je vous lance déjà la petite enquête de satisfaction qui vient normalement d'arriver à votre écran. Ce sont les résultats de ce genre d'enquête qui nous permettent justement de continuer à pouvoir vous proposer notamment ces 21 séances finalement d'informations, de questions-réponses autour de la facturation électronique. Donc ça ne prend pas grand-chose de votre temps, mais nous, ça peut être très bénéfique pour vous continuer à vous proposer ce genre de séances d'information. Donc n'hésitez pas à les remplir et d'avance, merci pour cela. Alors, je vais faire un petit aparté dans le Je, chat je parce que dirais oui. même, mettez-moi un beau bulletin pour la dernière, s'il vous plaît. Effectivement, parce que Eric a souvent des beaux bulletins, mais là, comme ça va être tes grandes C'est la vacances dernière, ouais. finalement, donc on Voilà. espère que tu auras un beau bulletin pour passer de belles grandes vacances. Et bien Sophie, nous te remercie justement pour tes explications. On aura démêlé un peu tout ça. Merci pour tout et pour mes élèves en privé, c'est bon aussi. Je n'ai pas de TVA, donc voilà, on a répondu à cette question-là. Mais donc voilà, finalement, parfois. On a des cas comme ça où on ne sait pas trop, où on est sous un certain régime, ce fameux article 44 qui est nébuleux parfois. Donc voilà, l'idée c'est bien, c'est que tu es là, tu es présent pour nous rassurer et nous dire ce qu'on doit faire. Et puis, je dirais, pour tous ces cas, enfin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, en fait, en réalité, c'est un vrai progrès. C'est plutôt rassurant quand on est sur le réseau PayPal, quand on est inscrit et qu'on reçoit ses factures et que ça tourne, que c'est en route, on se sent plutôt en sécurité. On se sent en sécurité vis-à-vis du législateur, on se sent en sécurité vis-à-vis de ses interlocuteurs, ses clients et ses fournisseurs. Ok, Donc, ça je va. pense qu'il faut le faire. Si vous n'êtes pas sûr, faites-le. Voilà. C'est mieux d'y être que de ne pas y être. Et puis, voilà, il y a toujours ces évolutions techniques avec l'intelligence artificielle qui arrive, qui est là, avec des fonctionnalités qui vont monter en puissance dans l'usage de PayPal, avec d'autres documents et des factures qui vont pouvoir transiter par le réseau avec des bons de commande, des offres et que sais-je d'autres comme documents. Donc, plus vite on se met dans le réseau, plus facile on aura de s'y mettre et de s'adapter aux fonctionnalités à venir. Effectivement. Alors, je vois justement, je parcourais un petit peu le chat également, parce que je vois que Jean-Louis nous avait mis une question dans le chat, donc on va essayer d'y répondre également. Il dit, en tant que pensionné, je suis indépendant complémentaire sous régime particulier de franchise des petites entreprises. J'ai un numéro d'entreprise. Est-ce que je dois utiliser l'e-facturation? Je me suis inscrit sur Odoo et j'ai vérifié sur PayPal Check et je ne trouve rien. Oui, donc là, il faut peut-être s'inquiéter un petit peu. Donc, c'est clair que voilà, là, il faudra voir avec peut-être la plateforme avec laquelle il s'est inscrit pour s'assurer qu'il est bien repris donc sur PayPal Check ou PayPal Directory et soumettre voilà, au support son cas. Quoi. Donc, voilà. Et alors, il y a aussi Sophie qui nous dit, je suis en lien avec la France, il me demande de passer sur Chorus, j'avoue, je m'y perds, mais j'imagine que je vais finir par m'y retrouver parce que effectivement, cette obligation de facturation électronique, pour l'instant, elle ne concerne que entre Belges assujettis à la TVA, mais Oui. il y a une directive finalement qui est européenne qui va avoir tendance à se généraliser. Tout à fait. Et donc, la sous-question qui est derrière ça, c'est est-ce qu'un tiers peut m'obliger à passer par le réseau PayPal alors que le législateur ne l'impose pas dans ce cas-là? Et donc, c'est le cas, par exemple, d'un Français qui vous imposerait de passer par le réseau PayPal, en l'occurrence ici par une plateforme intermédiaire qui est Chorus, hein, qui est une plateforme d'échange de documents électroniques qui est notamment connectée à PayPal, et donc essentiellement pour les organismes publics. Et donc,
je pense que dans la mesure du possible, il faut toujours essayer de passer par le réseau PayPal. Bien sûr que donc Chorus étant connecté au réseau PayPal, mais ça permettra de, voilà, de vous mettre en conformité avec cet interlocuteur. Après, il faut s'y retrouver dans les adresses, hein, dans son identifiant PayPal. Donc s'il s'agit de réceptionner ou d'envoyer des factures, donc il faudra faire ça correctement, évidemment. Mais oui, il s'agit bien de se relier à PayPal là, dans ce cas-là. Et c'est une plateforme qui relie notamment à PayPal, en fait. Eh bien voilà, qui clôture à 19h59 cette séance de questions-réponses. Encore un grand merci, Eric, pour ta présence lors de ces 21 sessions qui vous étaient offertes par le SNI. Si vous avez des questions, cher public, d'ici là, comme on l'a dit, tournez-vous vers votre comptable, vers le SNI, vers des informaticiens de gestion comme Eric qui pourront vous répondre et vous réorienter, apporter une solution à un problème qui est toujours assez particulier parce que chaque cas est différent finalement. La facturation électronique, elle est là depuis 2, 3 mois, mais finalement même les utilisateurs et les créateurs de logiciels continuent d'apporter des petites améliorations au quotidien parce qu'on se rend compte qu'il y a des réalités de certains métiers qui n'avaient pas été prises en compte et qu'il faut intégrer ça dans les logiciels. Donc ça prend un peu de temps de co-construire tout cela, mais c'est pour cela que vos retours sont importants aussi et de communiquer justement avec votre comptable, avec le SNI, avec vos éditeurs de logiciels. Toutes les ressources vous seront partagées d'ici demain, que ce soit le replay de cette session, mais également le dossier énorme de slides que Eric vous a concocté. Vous aurez une FAQ assez longue, hein, c'est un beau syllabus que le professeur Bertrand vous a concocté, donc il y aura à mon avis de quoi répondre aussi à vos questions si vous avez d'autres questions qui apparaissent d'ici là. Tu as un beau bulletin, Eric, pour Ah, finir cette session hein, de questions-réponses, 21 questions. Donc merci à toi hein, encore une fois. Et merci au SNI d'avoir organisé ce cycle et merci à vous surtout, cher public, d'avoir répondu présent. On vous souhaite une belle soirée, bon courage pour cette facturation électronique et à bientôt. Bye bye. bientôt. Au revoir. Merci.